né en 1978, donc premier invité 78, deuxième invité 1980, troisième invité 79. Donc on a une formidable trilogie aujourd'hui. Et alors Amélie, ta première vie, elle était avec une raquette et une petite balle jaune. Donc quel âge tu as commencé le tennis d'ailleurs? 6 ans. À 6 ans. Et après tu es devenue championne du monde. Tu avais quel âge? À 14 ans. À 14 ans, quoi. Tu as également participé à 3 demi-finales de Grand Chelem. C'était où? Absolument. La seule que j'ai pas eue, c'est l'Australian Open. Oui. Mais ça avait marché à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open à New York. Alors, tu as également battu quelqu'un qui est de ta génération, qui est quand même une star, qui s'appelle Amélie aussi, mais Mauresmo. Elle t'a battu 79 pour compléter. À 79 aussi. Alors, tu l'as battu combien de fois et elle t'a battu combien de fois? J'ai gagné les 3 fois sur 3. Il n'y en a pas 50 qui ont battu Mauresmo 3 fois. En plus, vous êtes copines toutes les deux, quoi. On est très amis. J'étais sa bête noire. Oui. En fait, son jeu me convenait très bien. Tennis, c'est ça, hein, c'est des jeux d'opposition. Vous avez des adversaires qui peuvent être en fait meilleurs que vous, mais ça vous convient bien, donc vous les battez. Et on est restés super copines, super proches. C'est assez amusant parce qu'on s'est revus début de semaine dernière et elle a été ma partenaire de double aussi. Oui, c'est ça, Le tout dernier match que j'ai joué en compétition, c'était à Roland-Garros, en quart du double junior fille à ses côtés. Et vous aviez perdu? Et on a perdu. En quart. Il faut bien qu'à un moment ça s'arrête. Et on a perdu 6-4 au troisième contre une Tchèque et une Brésilienne sur le court numéro 10 à Roland-Garros. Ah, tu t'en souviens, quoi. Fin, oui, oui. Je pose ma raquette, une aide prestige bleue, et je lui dis, Amélie, j'ai un truc à te dire, c'était mon dernier match en compétition. Elle me dit, tu déconnes, arrête de dire n'importe quoi. Je dis, je te promets, si, je te promets. Et t'as pas eu de regret? Non, jamais. Non. Alors ensuite, donc Amélie, quand même pour arriver, quel est ton classement, ton meilleur classement national et international? Alors, meilleur classement national numéro 18 française et international 251 mondiale. Alors, pour arriver à Mais ça... je précise que c'est peu de choses parce qu'on a dans l'assistance Laura Flessel qui est là. Elle est où Laura? Elle est où Laura? Laura, elle est là. Voilà, Allez la guêpe, viens nous dire bonjour Laura, viens, reviens. Voilà Laura. Allez Laura, Pour viens, Laura, viens. Qui était intervenue, Laura, il y a combien de temps? Il y a 5-6 ans peut-être. Ouais. Tu étais ministre à l'époque? D'ailleurs, je crois que tu étais ministre à l'époque. Tu étais ministre, quoi. Allez, viens, deux petits mots là. Et je voudrais aussi... Vas-y Amélie, bien sûr. Parce que tu m'as présenté tout à l'heure à l'apéritif une autre femme remarquable. Non. Karine Havas. Elle est là, Karine. Elle est là. Elle est où, Karine? Voilà. Elle est où, Elle là? était capitaine Elle est aussi aux toilettes. Non, elle est où? Elle est de France de volleyball. Absolument. Et elle est présidente de Bureau Veritas France. Donc on a aussi des sportifs. C'est quand même la classe. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui, Laura? Je suis chef entrepreneur et je travaille et j'aide des États étrangers à développer, gérer par le prisme du sport, l'économie autour du sport, de la santé et de l'inclusion. Voilà. Et alors, Amélie nous expliquait qu'un jour, elle fait un quart de finale de Roland-Garros, c'est quand même très chic, elle perd, et elle dit, allez, j'arrête, je passe à autre chose. Toi, à quel moment on sait qu'un sportif doit tourner la page, passer à autre chose? J'ai passé la page à 40 ans. J'ai commencé aussi à 5 ans et demi, et j'ai arrêté à 40 ans. Double projet, c'est de l'escrime. Et j'ai fait une pause bébé pour montrer aussi à la gouvernance du sport qu'on pouvait être championne, femme et maman. Et à 40 ans, effectivement... il fallait tourner la page l'escrime c'est un sport amateur, on travaille en même temps et de ce fait j'ai pu voir que j'avais l'âme de l'entreprise, j'avais l'âme de l'associatif, de l'humanitaire et effectivement on m'a après proposé d'être ministre des Sports, comme quoi on continue à mouiller le maillot pour son pays et derrière voilà on repart dans le privé parce qu'on est amené et appelé à faire des belles choses. Ton surnom c'était la guêpe, non? Tout à fait. Pourquoi la guêpe? Parce que tu as l'air très sympa comme fille là, tu piques pas, non? Mais derrière le masque on se donne le droit d'aller chercher, de tutoyer la lune. Allez, on applaudit très chaleureusement Laura. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci Laura. Merci. Alors, ensuite, donc Amélie repart sur les bancs de l'école et scolairement, sa vie est très compliquée. Sciences Po, l'ESSEC et l'ENA. Voilà. En commençant à travailler quand même un petit peu tard parce qu'avant, il fallait taper dans la balle. Bon. Et après ta première vie professionnelle, tu étais au sein du groupe AXA. Amélie, tu faisais quoi chez AXA? J'ai commencé à la stratégie. J'ai piloté pendant 2 ans pour le groupe et après je me suis spécialisée sur les métiers du numérique. Donc j'étais en charge de la transformation numérique pour le groupe. Ensuite, changement de décor, tu rejoins Alex Bompard et tu vas chez Carrefour. C'est ça, je continue le même métier, mais dans un groupe différent, dans un secteur différent, la grande distrib, très différent des services financiers en termes de marge, de business model. Et mon rôle était d'accompagner la croissance du e-commerce pour Carrefour. Et ensuite, tu fais un vrai choix de vie en 2021. Tu dis, bon, j'y vais pas. Allez,
je divise par X mon salaire, on ne dira pas qui est X, mais je vais rejoindre la Fédération française de tennis en tant que DG. Là, c'est pas l'argent qui a dicté ta vie. Non, hein. là, c'est le petit moment, je pense qu'on a eu tous, plus ou moins, mais tous, qui est post-Covid, où on se repose la question du sens. Bon, en fait, pendant le Covid, comme j'étais en charge du e-commerce et que les magasins étaient en partie, vous vous en souvenez tous, fermés ou avec des numerus clausus sur le nombre de visiteurs, en fait, le e-commerce a été incroyablement sollicité et j'ai vraiment eu l'impression de piloter le service public de la continuité alimentaire, quoi. Et en fait, moi, j'ai des copains, on s'en reparle de cette époque, ils me disent c'était bien, on avait du temps pour cuisiner, pour les enfants. Moi, c'est juste la période de ma vie, limite par rapport à ministre des Sports et des Jeux, où j'ai travaillé, mais on travaillait nuit et jour pour assurer la continuité des approvisionnements, et c'était honnêtement incroyablement difficile. Donc je sors du Covid rincée, question du sens, en se disant, bon, voilà, la vie est fragile, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Où sont mes talents particuliers ? Qu'est-ce que je sais apporter de différent ? En quoi je crois ? Qu'est-ce qui pour moi est important dans la qualité de vie ? Et c'est là que je me suis dit, au moment où en fait le président de la Fédération de tennis, Gilles Moreton, un Lyonnais, venait de conquérir la présidence de la Fédération de tennis. Il était passé après Gachassin, c'est ça ? Après Gachassin et Giudicelli. Ouais. Et il me dit, voilà, j'ai besoin d'un ou d'une directrice générale. Est-ce que ça te tente ? La première fois, je lui dis, mais ça va pas, non, moi je suis loin de tout ça, de ça. Et en fait, la 5e fois, je craque et je dis oui. Il t'a appelé 5 fois ? 5 fois. Il lâche pas le monsieur. Et la 5e fois, je dis oui. Je dis oui en revenant voilà, d'un petit moment un peu famille, un peu particulier, où j'ai revu à l'époque mon tout premier entraîneur, celui qui, à l'âge de 6 ans, m'avait formé, pour qui je vais avoir une pensée ce soir. Et est-ce que ton président de Carrefour de l'époque était content que tu te barres ? Alors, c'est pas le moment le plus facile d'annoncer à un patron que vous Partez. allez... Mais la chance que j'ai eue, c'est que Alexandre Bompard adore le sport, vous le savez. Il était bien au tennis, il était 15, non ? Le tennis. Et si à la limite, il y avait un truc qu'il pouvait entendre, c'était ça. Donc ça, c'est 2021. Et puis, 2022, tu deviens ministre. Alors, on reçoit beaucoup de ministres ici, d'anciens ministres ou de futurs ministres et compagnie. On leur dit, est-ce qu'on t'a demandé d'être ministre ou est-ce qu'on te l'a proposé ? Moi, on me l'a proposé. Parce que c'est marrant, ils répondent tous ça. Mais je pense que c'est... Enfin, moi, je trouverais ça très vulgaire de demander. Oui. Enfin, mais te connaissant, c'est pas des trucs qui se demandent, quoi. Alors, quand tu es arrivé là-bas, tu avais un chantier énorme, Amélie. Ouais. Et notamment, tu t'occupais des fédérations. On m'a dit que tu avais énormément de copains à la Fédération française de football. Non, mais tu rigoles, mais moi, j'ai quand même remarqué dans les 15, 20... Bon, j'ai dû gérer 2 crises qui étaient Noël Le Graët, Bernard Laporte dans le rugby. Ça a été des moments difficiles, des crises dont je me serais bien passée, mais une fois qu'elles étaient là et qu'elles m'explosaient dans les mains, il fallait les traiter. Voilà, le procès Laporte, c'est pas moi qui l'ai créé. Les turpitudes de Le Graët et ce qu'il a raconté sur les pots de peinture au Qatar pendant la Coupe du Monde, voilà, il y a un moment, il faut gérer, quoi. Et en fait, quand j'ai été après sur le terrain, après ces crises, j'ai vraiment senti un soutien, mais énorme, et une attente dingue que ces grands éléphants blancs des fédérations sportives, quand elles ne sont pas à la hauteur, on sache renouveler les dirigeants. Et voilà, je pense que Laura, c'est des situations que tu as connues. Et à un moment, parce qu'il y a des baronnies, il y a des baronnies partout, ouais, non ? Il fallait dire non, une fédération sportive, elle est délégataire de service public, elle doit être à la hauteur de ce service public que lui délègue l'État. Et si elle n'est pas à la hauteur, il n'y a pas des droits acquis, on n'est pas vissé sur son siège. On doit rendre des comptes à la puissance publique et aux contribuables qui, en partie, financent ces fédérations. Donc voilà, moi je suis contente d'avoir aligné mes convictions et puis d'avoir eu le courage de le faire. Amélie, tu as participé également. On peut l'applaudir quand même, non ? Parce que franchement, là on plaisante, mais c'était quand même un sacré boulot et voilà. En fait, le truc qui est bien, parce qu'il y a plein d'amoureux du rugby, et ça, je crois qu'aujourd'hui, tant dans le foot que dans le rugby, on a 2 super présidents et une gouvernance qui est solide, et c'est des fédés qui aujourd'hui sont assez exemplaires dans leur transformation. Tout à fait. Comment tu as vécu la Coupe du Monde de rugby, même si on n'a pas gagné ? Crève-cœur absolu. C'est un bon souvenir sur le plan de l'organisation, parce que, rappelez-vous, 1 an avant, on sortait de l'épisode légèrement douloureux du Stade de France. Très douloureux. 5 jours après que je prenne mes fonctions.
Et en gros, tu te dis, il y a le fiasco du Stade de France. Dans 2 ans, on reçoit les Jeux Olympiques. Dans 1 an, on reçoit la Coupe du Monde de rugby. Donc, on va légèrement se retrousser les manches et bosser, reprendre de A à Z la gouvernance des grands événements sportifs. C'est ce qu'on fait avec Darmanin. Et donc, le sentiment, 1 an après, d'avoir su délivrer dans les territoires une super Coupe du Monde de rugby dans 10 villes hautes avec une complexité 2 à 3 millions d'étrangers qui venaient sur le sol français, tous les spectateurs qu'on a connus, et rappelez-vous la joie populaire jusqu'à ces quarts de finale, cette blessure d'Antoine Dupont qui ensuite commence à sentir un peu le roussi, et cette défaite à 1 point contre le futur vainqueur. Je pense que personne d'entre nous n'a oublié ce match contre l'Afrique du Sud. C'est vraiment un moment horrible, et après, ça paraît très très long, une Coupe du Monde de rugby. Oui, sans la France. Voilà, là, voilà. Bon, alors après, tu as vécu en France une Coupe du Monde de rugby. Parce que tu as eu des galères, mais tu as eu aussi des joies uniques. Exactement. Et tu as vécu les Jeux Olympiques. Alors, les coulisses, un peu avant, un peu pendant, puis un peu après, Amélie. Dur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que ça fait 100 ans qu'on les attend, parce que tout le monde est persuadé que ça va être une catastrophe absolue, et parce que vous vous dites que... c'est le moment ou jamais de absolument tout donner, à une espèce de surattention aux détails et l'envie que le pays soit à la hauteur. Vous ne pouvez pas négocier une seule heure de retard parce que la cérémonie d'ouverture, elle est fixée un certain jour à une certaine heure. Vous êtes toute une série de parties prenantes, pas forcément des mêmes bords politiques. Il y a au centre un COJO piloté par Tony Estanguet. Il faut arriver, vous, dans votre rôle à vous, de tout donner au service de l'équipe, du collectif, pour que le pays arrive à montrer qu'il est encore un grand pays aux yeux du monde. Et on est super content de l'avoir réussi. Et moi, souvent, on me dit, mais t'en veux pas trop aux médias, etc. En fait, non, parce que je considère que par leur pessimisme, leur doute, en réalité, ils nous ont poussés à nous dépasser encore plus. Encore, Je pense qu'on a prouvé la coopération entre les partenaires des Jeux. Il y a eu 80 partenaires, 80 boîtes, notamment françaises, absolument extraordinaires, qui ont fait rayonner les savoir-faire français dans le monde entier. Un travail, une collaboration entre l'administration, ses partenaires, la société civile, les collectivités locales. On a connu une équipe de France de l'organisation comme on voudrait l'avoir plus souvent dans notre pays. Quand on a de l'ambition, de l'audace et qu'on sait bosser ensemble, on fait des trucs dingues et ça, on l'oublie au quotidien. Et moi, je me dis souvent, mais le destin du pays est encore plus important que la qualité de la livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pourquoi fichtre on n'est pas capable d'avoir ça plus souvent et sur davantage de projets, quoi. C'est un truc... Ton meilleur et ton pire souvenir des JO? Le meilleur, c'est quoi? Le pire souvenir, c'est le matin de la cérémonie d'ouverture, quand non seulement il pleut des seaux d'eau. Moi, je me souviens, je fais une interview devant la BBC où ils se délectent de voir les Français empêtrés sous leur seau d'eau. Et deuxièmement, parce qu'il y avait la rivalité avec Londres 2012, là aussi, Laura, ça te rappelle. Mais les Anglais, on a toujours eu des problèmes avec eux, quand même. Et le sabotage des lignes SNCF le matin, où on se dit, putain, si ça commence dès ce matin avec ça, honnêtement... Bon. C'est chaud, quoi. Et en réalité, la même journée, ce 26 juillet, c'est pour ça que quand une journée démarre mal, on peut toujours y croire quand même jusqu'à minuit, parce que rappelez-vous, ce sentiment de lévitation avec lequel on est tous sortis à la fin de la cérémonie d'ouverture. Malgré le contexte, quoi. Thomas Joly, Thierry Reboul, Victor Lemans, qu'ils ont réussi à projeter dans le monde entier comme image d'inclusion, d'audace, de créativité extraordinaire. La journée avait mal commencé, elle a divinement terminé. Et à ton avis, ça va apporter combien de millions de personnes qui vont venir à Paris, visiter la France, grâce à l'impact JO? C'est combien? C'est déjà énorme. On est sur des évolutions du tourisme de 7 à 8%. On gagne plusieurs points. On a des retombées économiques sur la seule région Île-de-France qui sont comprises entre 8 et 9 milliards d'euros. Non. Donc c'est honnêtement... Et je pense que l'image de Paris et l'image d'une France qui sait encore faire vivre ça au monde et qui a un temps d'avance, parce que ce concept de jeu, il était révolutionnaire et qu'on a montré que mettre du sport dans la ville, au cœur de notre patrimoine historique, culturel, c'est magique. Et moi, ce que ça m'inspire aujourd'hui, et plus que jamais, c'est cette volonté d'inscrire le sport au cœur de la société, pas en périphérie. Mais on a vu, et rappelons-nous, je veux dire, si on regarde les choses depuis 2 ou 3 ans, quels sont les moments où on a senti qu'on faisait nation? C'est à travers le sport, c'est par le sport. Et je pense que ces joies-là, ces émotions collectives,
sans oublier tout ce que ça apporte sur la lutte contre la sédentarité, le bien-être, l'éducation, le respect, toutes ces choses-là qu'on sait par cœur. Honnêtement, c'est hallucinant que le sport soit encore aussi peu considéré dans notre pays. Et donc l'agenda, le vrai héritage des Jeux, c'est ça, c'est de changer la place du sport dans notre société et qu'on prenne ce sport beaucoup plus au sérieux, parce qu'il est pas la réponse en lettres capitales, mais il est l'une des réponses à des problématiques qu'on vit aujourd'hui, de délitement du lien social, de perte de centre d'intérêt de notre jeunesse, de dépendance aux écrans, de problèmes de santé mentale de nos ados, et on refuse de le voir, mais le sport est l'une des clés pour traiter ces maux-là. Tu vas retourner en politique un jour, toi, non? Là, tu dis non, hein? Non, avec Laura, on a fait... Alors, il y a les Paralympiques. Comment ça s'est passé? Les Paralympiques. Oublie le O. Non, mais c'est important. Ils sont super sensibles à ça. Parfait, les Paralympiques, donc désolé. Voilà. Alors, comment ça s'est passé quand même? Eh bien, les Paralympiques, ça devait être une révolution. Ça ne l'a pas été. Moi, je considère que, là aussi, rappelez-vous cette cérémonie d'ouverture, Lucky Love, tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a vécu d'émotions extraordinaires. Aurélie Aubert, Charles Knowles, ces nageurs, vous vous souvenez de ce nageur brésilien sans membres et qui avance à toute allure, enfin, à la piscine de l'Arena à la Défense. C'est un hymne à la vie, à la résilience, au dépassement de soi, à l'inclusion. C'est absolument extraordinaire. Et ma douleur, et je vous promets que si moi j'avais été encore au gouvernement, j'aurais pas laissé faire ça, que le handicap soit oublié dans la maquette du gouvernement qui a suivi les Jeux, c'était inacceptable. Ce sera mon coup de gueule de la soirée. Oui, c'est très bien ça. Alors, là maintenant, tu es parti pour un mandat de 4 ans au comité. Alors, je suis désolé, mais ça sert à quoi, ce comité? Tu n'as pas dit quel comité? Le comité national olympique sportif français, c'est ça? Ben voilà, c'est bien, voilà. Tu as l'acronyme. Ouais, CNOSF. Oui. Qu'est-ce que ça fait, le CNOSF? Les deux lettres importantes, c'est le O et le S. Le O, l'olympisme. En gros, on est la filiale française du CIO. Donc, à ce titre, c'est nous qui sélectionnons les athlètes pour les Jeux Olympiques. C'est nous qui faisons en sorte de faire vivre l'olympisme dans les programmes scolaires. Vous allez me dire, on ne le voit pas beaucoup, vous avez raison, c'est justement pour ça qu'on doit y travailler beaucoup plus. Mais c'est la fête du sport, c'est l'anniversaire, c'est les célébrations, c'est la journée olympique, c'est ces thématiques-là, la semaine olympique et paralympique à l'école, ces dispositifs. Et la deuxième jambe, c'est le S. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, promouvoir la place du sport en France et défendre ce qu'on appelle le mouvement sportif. C'est quoi le mouvement sportif? C'est 17 millions de licenciés dans les clubs, c'est 3,5 millions de bénévoles sportifs, c'est 180 000 clubs fédérés à travers les territoires, c'est 110 fédérations et c'est 15 000 athlètes de haut niveau. Donc cette communauté-là, ces communautés-là, moi, mon rôle, c'est d'arriver à créer un environnement où leur voix est portée et défendue, leurs intérêts sont promus et on arrive à faire en sorte que ce sport fédéré, il puisse accueillir de plus en plus de familles, de jeunes, de gamins, de femmes, d'adolescents et qu'on fasse en sorte de devenir un peu de ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une nation de grands sportifs. Et je pense qu'on l'a encore revu cet été avec les médailles de nos nageurs. Grousset, Marchand à Singapour au bout du monde, Pauline Ferrand-Prévot, beaucoup plus Renaud, etc. Des résultats extraordinaires. Donc oui, on est une nation de grands sportifs, mais il faut qu'on devienne une grande nation sportive. On a tout pour ça. Amélie, le club compte 1100 entreprises, essentiellement des ETI. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils supportent, au sens anglo-saxon du terme, les sportifs au sens large? Est-ce que toi, avec le comité, tu as envie d'aller vers eux et réciproquement? Moi, vous m'entendez pas mal pester en ce moment sur les arbitrages budgétaires. Je pense qu'on est dans un moment extraordinairement critique pour nos finances publiques. Tout le monde doit faire un effort, sans exception, le sport y compris, mais pas d'une manière disproportionnée. Quand on voit que dans les arbitrages du gouvernement Bayrou, le sport était à moins 18%, c'est-à-dire le deuxième budget le plus matraqué de tout le gouvernement après la fonction publique, c'est pour moi une trahison de l'engagement, de l'héritage des Jeux. Ça ne va pas, parce qu'en plus, on sait, les études le montrent, que 1 euro investi dans le sport, compte tenu de ses externalités positives sur tout ce que j'ai évoqué, la santé, le bien-être, la lutte contre les psychotropes, etc., c'est capital. Si vous matraquez le sport, en fait, vous perdez tout ça, alors que vous ne résolvez rien à l'échelle des finances publiques, puisque le sport, c'est 0,10% du budget de la nation. Donc, c'est un tout petit nain aujourd'hui. Vous lui faites très très mal si vous tapez fort à lui,
mais vous ne résolvez rien à l'équation globale. Donc c'est absurde. Et ça, je me bats et je lâcherai rien là-dessus. On ne peut pas avoir de désengagement de la puissance publique, mais malheureusement, les crédits publics ne suffisent pas à porter le développement et l'accélération du sport en France. On a besoin pour ça d'avoir davantage de mécènes. Le sport est un des terreaux avec la culture important pour ça. On a besoin, il y a ces réductions fiscales de 60%, on l'a tous en tête. Aider les clubs, les fédérations, les sportifs eux-mêmes. Voilà, aider les athlètes. Il y a là aussi des véhicules qui sont portés par la Fondation du sport français avec laquelle on travaille pour ces véhicules de mécénat. Ensuite, c'est d'avoir du sponsoring, c'est d'avoir aussi des investissements. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avec la Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement, des acteurs comme BPCE, il y a un vrai mouvement pour créer des fonds d'investissement dans le sport qui nous permettraient d'avoir des dividendes sociaux qui peuvent être réinvestis au service des clubs, des territoires. Moi, je vais porter aussi un plaidoyer important dans le cadre des municipales parce que je ne veux pas que le sport soit oublié des politiques publiques sportives locales. Donc, en fait, toute cette économie du sport, il faut qu'on la développe. Aujourd'hui, le sport, c'est 2,6% du PIB, c'est 68 milliards d'euros, mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus créateur d'emplois, de richesses, et je pense qu'on a les espaces pour ça, on a la crédibilité dans le monde entier, il faut que nous, on croit un peu plus en nous-mêmes pour devenir cette nation sportive. Et puis en plus, on a quand même un savoir-faire en termes d'organisation d'événements. Tu l'as démontré, vous l'avez démontré, le Tour de France le démontre, enfin, on est quand même plutôt bons les Français. Amélie, tu sais qu'ici, on aime bien les bonnes choses, les bons vins, les bons restaurants. C'est quoi ton meilleur souvenir, alors ministre ou pas, on s'en fout, de dégustation de vin ou de restaurant qui t'a ému, ou de plat, ou de vigneron? Ta dernière émotion qui est liée à la gastronomie ou au vin, ou ta plus forte? Ikem. Un week-end juste phénoménal. Ouais, week-end entier. D'accord. Et là, donc, tu t'es régalé avec un vin. Ouais, t'aimes bien les vins sucrés en général? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Typiquement, ce que j'ai pu apporter dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, je n'aurais jamais pu l'apporter si je ne venais pas du privé. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai pris mes fonctions, la première chose que j'ai demandé, ça a été un peu un réflexe d'entreprise, c'est pouvez-vous me montrer notre roadmap? On est à 2 ans et demi des Jeux. Est-ce que je peux voir la roadmap, voilà, le découpage en chantier, où on en est, ce qui nous reste à faire, etc. Ce reporting dans l'État n'existait pas. Première chose que je fais, je le bâtis. Et derrière, on anime le projet en transversal. Et moi, une des plus grandes fiertés que j'ai, et je le dis parce que je trouve qu'on ne l'a pas assez souligné. Pendant 2 ans et demi, moi j'étais une sorte de un peu numéro 10 au sein du gouvernement sur les Jeux, c'est-à-dire que mon rôle c'était de coordonner l'action du gouvernement et je suis hyper fière qu'il n'y ait pas eu un seul couac dans le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on a bossé en équipe. Moi, je prenais le rôle de personne. J'étais la plaque tournante, comme on l'est en entreprise, avec l'humilité qu'on a en entreprise. C'est-à-dire qu'on est au service d'un objectif partagé. On n'est pas là pour avoir sa bobine dans les journaux ou faire ça. Voilà. Non, on est là au service d'un projet. Et pour une fois, on avait sur un projet un vrai esprit d'équipe dans un gouvernement. Et ça, j'en suis très fière. Le match n'est jamais perdu avant la dernière balle. Tant qu'on a de la discipline, de l'effort, qu'on travaille en équipe avec les bonnes valeurs, la victoire est à portée de main. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, y compris dans les moments très difficiles, personnellement pour moi, ou dans le projet. Serrer les dents et tenir avec l'objectif, avec le cap. Rien lâcher et à un moment, le travail paye. Le travail et la qualité des valeurs, de l'état d'esprit qu'on met dans un projet, in fine, crée une valeur positive extraordinaire. Et ça, je ne me suis jamais découragée. Jamais. Qu'est-ce que tu penses des journalistes français, Amélie? Je les adore, c'est mes copains. Allez, on applaudit très sérieusement Amélie. Et surtout, aidez-la, là. Elle a besoin de vous, les entrepreneurs. Là, merci Amélie.